RMC After Marseille. François Pinet. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans After Marseille, le podcast de l'actualité de l'OM. Vous le savez, retrouvé sur l'appli RMC, sur After Foot Télé, à la télé, sur YouTube également, pour nous laisser vos commentaires. Et c'est un After Marseille très très particulier parce qu'on va rendre hommage à notre coach ici à RMC, Roland Courbis. De nombreux hommages ont eu lieu ces derniers jours. Il va encore en avoir à Marseille, notamment ce samedi. On pense beaucoup à ses proches en ce moment. Et donc on voulait forcément lui rendre hommage parce qu'il a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas d'ailleurs, vous aussi, à vous rendre hommage à Roland Courbis. Je sais que vous l'appréciez avec vos commentaires sur YouTube. C'est très très important. Merci encore. Avec Rémi Dumont, on est évidemment dans cet After Marseille. Bonjour Rémi. Bonjour tout le monde. Avec Sébastien Pérez. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Salut, voilà, il y a un petit décalage, tu as joué 21 matchs sous les ordres de Roland lors de la saison 99-2000. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous sommes avec quelqu'un qui le connaît très très bien, un de ses amis les plus proches, un ami d'enfance, Jacques Bail est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour les amis, merci de votre invitation. Consultant chez nos confrères de Maritima, tu as accompagné Roland quand il était à Marseille et puis comme adjoint également ensuite dans d'autres clubs, Rennes, Montpellier et puis à Alger. Jacques, j'ai envie de commencer par toi, tu as 1000 souvenirs de Roland. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de lui ? J'ai envie de retenir mon ami avec qui, alors je vais essayer de, et je le disais régulièrement, il m'avait demandé de ne pas pleurer quand il serait plus là, mais il y a des promesses que je n'arrive pas trop à tenir. Donc on va essayer d'être bien. Ce que je peux retenir, c'est un homme différent, un homme exceptionnel, un homme qui m'a fait vivre des moments magiques, d'autres un peu plus compliqués, dirons-nous. Mais Roland Courbis, quand tu es à ses côtés, la vie est complètement différente. Voilà, tout peut s'éclairer, les rencontres, les pays que nous avons fait ensemble, parce que effectivement, Montpellier, Rennes, ça c'est un petit peu plus tôt. On a fait quand même le Niger, toute l'Afrique. On a été en Suisse, donc on en a fait beaucoup. L'Algérie, tu le disais, donc c'est vraiment un monument et un pan de ma vie qui a disparu. Ouais, on va parler évidemment de Roland le Marseillais, viscéralement attaché à cette ville et à ce club de l'OM. Sébastien, avant de débuter ce podcast, s'il y a quelque chose que tu as envie de retenir de Roland Courbis ? C'est sa générosité. Sa générosité, son humanité. C'était un homme avant tout qui était porté vers la personne qui était en face de lui, jamais égoïste, jamais selfish, toujours porté vers l'extérieur et vers le relationnel, la relation humaine, l'échange. Et puis après c'était l'extravagance, c'était le discours imagé, c'était la capacité à tirer le maximum du sportif, du joueur, de l'homme. Et on n'avait qu'une envie quand on était à ses côtés, c'était de partir dans chaque défi qu'il pouvait nous donner, parce que il avait les mots pour nous tirer, pour nous élever, et même en tant qu'homme, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et on partage évidemment ici à RMC, puisqu'on l'a côtoyé régulièrement avec toi Rémi aussi sur les plateaux, et on sait à quel point il était généreux aussi avec tout le monde, avec toute la rédaction d'RMC, et toujours cette passion aussi du foot. Rémi, toi, s'il y a quelque chose que tu as envie de retenir de... Alors c'est évidemment le 5-4 Marseille-Montpellier, ouais, pour rester sur le sportif, parler, mais sûr. On avait fait un after spécial Marseille sur ce match-là d'ailleurs, et c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui, je trouve, tout de suite par son attitude et ses mots te faisait comprendre que tu étais là aussi présent, que tu étais vivant, et que si tu parlais foot, il y avait énormément de complicité tout de suite, et puis aussi le fait que il était pour moi très humain en fait, tout simplement, tu discutes avec lui, même un petit bonjour de loin, il y avait un sourire, il y avait cette petite étincelle dans les yeux qui te faisait comprendre salut copain, et je trouve que c'était vraiment un humain qui te faisait sentir très humain, je trouve. Alors on va parler foot bien sûr, parce que c'était sa passion, c'est notre passion aussi,
Et c'est vrai que il en a énormément parlé. Il adorait le foot et il nous en parlait régulièrement, nous, à RMC. Et moi, c'était un grand honneur d'avoir pu partager des plateaux avec lui parce qu'il avait quand même une vision du foot très, très précise, une vision du foot et des joueurs. Donc, on va parler de cette période marseillaise parce que forcément, il a laissé une trace très importante. D'abord, il est né à Marseille. Il a été formé à Marseille. Et pour les plus jeunes, bah oui, il a joué à Marseille. Il a débuté sa carrière de joueur professionnel à l'OM lors de la saison 71-72. On le voit ici pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et ben, c'est celui qui est en haut à gauche, là, le beau gosse, voilà, avec les cheveux longs, avec ce maillot marseillais. 5 matchs au total en fin de saison qui lui permettent à 19 ans d'être champion de France en 72 et vainqueur de la Coupe de France la même année. Alors après, il partira parce que ça permet à l'OM de recruter Marius Trésor. Il ne reviendra à l'OM que 25 ans plus tard en tant qu'entraîneur, Rémi. En juillet 97, dans une équipe qui est en reconstruction à l'époque. Oui, exactement, hein, parce qu'avant l'arrivée de Roland, l'OM est 11e. Il termine à la 11e place du championnat lors de la saison 96-97. A été éliminé au 4e tour de la Coupe de la Ligue, 3-2 par Auxerre. Et au 3e tour de la Coupe de France par Lille, 1-0. Roland arrive de Bordeaux, qu'il a emmené à la 4e place du championnat lors de la saison précédente, qualifié en Coupe UEFA et finaliste de la Coupe de la Ligue. Donc, face à Strasbourg, ce sont de belles performances avec Bordeaux, hein, qui attirent évidemment les convoitises de l'OM et donc envers Roland. Roland dirigera 111 matchs à l'Olympique de Marseille pour 54 victoires, 31 nuls et 26 défaites, 169 buts marqués, 108 encaissés et surtout une finale de Coupe UEFA évidemment très douloureuse pour les Marseillais en 99 Parme, face à Parme. On en reparlera bien sûr de tous ces grands moments et de tous ces grands matchs, mais Jacques, tu étais là au moment où ton ami prend son club de cœur en tant qu'entraîneur. Est-ce que tu t'en souviens de cette arrivée de Roland à la tête de l'OM ? Je m'en souviens même très bien, parce que c'est chargé d'émotions. Quand tu es Marseillais, et nous dans les quartiers nord, il y avait José Nigo, il y avait Roland Courbis, c'était les stars de l'époque. Et quand Roland prend l'Olympique de Marseille, mais tu te pinces parce que Marseille c'est un monument. Et pouvoir l'accompagner, pouvoir être à ses côtés, au Novotel, de recevoir les joueurs. Donc quand j'apprends cette nouvelle, c'est que du bonheur. Et le téléphone a commencé à prendre feu. Voilà, mon Jaco, à 10h du soir, on t'appelle comme à 3h du matin pour aller chercher la Provence à 4h pour avoir ou 5h le premier exemplaire. Voilà Roland. C'est un rêve qu'il réalisait à ce moment-là. C'était son rêve d'entraîner l'OM et c'est un rêve qu'il... Ouais. Mais bien sûr, ça a été quelque chose de très très fort. Et combien de fois dans la voiture, la main qui me mettait sur la cuisse en me disant mon Jaco, on est à l'OM, et la fierté de pouvoir représenter sa ville, son club. Et non, mais bien sûr, ça a été tout simplement quelque chose de magique pour lui, et tout au long de sa vie, ça a été quelque chose qui est resté dans sa tête, parce que effectivement, on va parler du bien, mais aussi du mal, parce que la sortie, elle s'est mal passée, les 29 mois, et à la fin, ça a été resté quand même en travers tout ce qu'on a pu dire sur lui. Bah, on a vu d'ailleurs cette banderole des supporters de l'Olympique de Marseille, c'était à Caen lors de Bayeux-Marseille cette semaine, où ils ont rendu hommage à Roland Courbis. Repose en paix Roland, ton passage marseillais restera à jamais gravé. C'est vrai que ça n'a pas toujours été simple, et notamment sur la fin. Jacques, toi tu étais là, Sébastien aussi, hein. Sébastien, tu as vécu la fin de la période Roland Courbis à l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'il y a eu des bons moments, mais ça ne s'est pas terminé comme il l'aurait aimé, certainement, Sébastien. Forcément, c'est pas terminé comme il l'aurait aimé, puisqu'on n'avait pas les résultats escomptés. Mais même lui, dans sa projection, il avait déjà envie d'être une personne encore plus importante au sein de l'Olympique de Marseille. Et à l'époque, pour être vraiment à l'intérieur du club, on sentait vraiment des tensions internes qui faisaient que Roland ne pouvait pas s'exprimer vraiment avec toute sa capacité à pouvoir s'occuper de l'équipe, s'occuper de tout ce qui était autour.
jours, et on le sentait un peu fatigué de toutes ces tensions internes. Donc il avait plus l'investissement nécessaire pour aller tirer la quintessence de chaque joueur. Mais malgré ça, on a vécu des moments forts où vraiment, quand il était impacté, impliqué notamment dans ses causeries, dans ses préparations de match, on avait qu'une envie, c'était de vite jouer, parce que on sortait de chaque préparation de match avec les dents qui touchaient par terre. Sébastien, on sait que c'était un meneur d'hommes, évidemment, Roland. Et comment il était dans les moments un peu plus compliqués? Est-ce que c'était justement la personne qui savait, entre guillemets, piquer on va dire, l'ego pour que ça reparte? Est-ce que c'était plutôt l'épaule sur qui on pouvait se reposer? Comment il était dans les moments, on va dire, un petit peu plus difficiles? Il était exceptionnel parce qu'il avait la capacité de connaître exactement la personne qu'il avait en face de lui. Donc avec certains, il avait le geste, comme tu peux le dire, où il allait mettre sa main sur l'épaule en disant: écoute, j'ai bien réfléchi, cette semaine, ce week-end, je vais te mettre sur le banc, mais parce que je vais compter sur toi sur le prochain match. Donc il avait cette capacité à dire à un joueur: t'allais pas jouer, tout en laissant le joueur content, après sa discussion content, parce que voilà, t'étais content. Il avait ça, et c'est des capacités de meneur. Moi, j'ai un souvenir en veille de match de Coupe d'Europe, enfin de Champions League à Zagreb, où il me convoque dans sa chambre, et là, il savait exactement quoi me dire. Il est venu, il m'a piqué. Il me dit: écoute, t'as fait un début de saison, mais pour moi, qui est complètement pas à la hauteur de tes capacités. Je te dis pas que tu me déçois, mais je te dis pas que tu me fais plaisir. Demain tu vas jouer. J'espère une chose, c'est que tu sois à la hauteur de toutes les attentes que j'ai en toi. Et là, il avait su trouver exactement les bons mots au bon moment pour me dire: oh, t'as un mec qui est en face de toi, qui a compté sur toi, qui te met en place, qui te donne sa confiance, et t'es pas capable, toi, de lui rendre. Je peux te dire que j'avais qu'une envie, c'est de vite commencer le match pour lui rendre tout ce qui m'a apporté, quoi. Alors on va parler bien sûr aussi de cette saison magique. Ça sera dans la deuxième partie du podcast d'After Paris. Il y a également un mercato en 97 quand il arrive, qui est quand même assez exceptionnel. Laurent Blanc, Cyril Domoro, qui vient des Girondins de Bordeaux, Fabrizio Ravanelli, William Gallas, Makelele, Brando. Il y a aussi Christophe Dugarry qui rejoindra au mercato d'hiver cette année-là l'effectif. Et puis en 98, ça se poursuit avec Pires, Gourvenec, Maurice, Bakayoko, Kabadiawara. Jacques, il arrivait à convaincre, j'ai l'impression, les joueurs aussi de venir jouer pour l'OM, mais aussi pour Roland Courbis, non ? Oui, mais comme tu disais, Sébastien, c'est quelqu'un, c'est un fédérateur. Quand il a fini la conversation, ben forcément, tu lui donnes raison. Et combien de fois, j'ai peut-être pas raison, mais j'ai peut-être pas tort non plus. Et donc tout le temps, les arguments de vente, je peux te dire que au niveau de la persuasion, c'est quelqu'un de hyper compétent. Des fois, je me disais: toi, si tu vends des voitures, pour les métiers, même 20 dans la journée. C'est quelqu'un qui arrive à te persuader. Donc, un joueur, quand il est dans son bureau, il est mort. Voilà, il est mort. Parce que tu peux pas t'en sortir. C'est un piège. Il arrive, il te met ses pattes là, et c'est fini, il t'endort. Et il était tellement attachant. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce nounours, capable pour pas grand chose d'avoir les larmes aux yeux, c'est parce que les gens l'ont connu la grande gueule, mais Roland, c'est quelqu'un qui l'affect était très 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 important. Quand on parle de fameux Zizou, pourquoi Zizou? Moi, il m'a jamais appelé Jacques. Parce que c'est Jaco, c'est Zizou. Il a toujours, Seb, c'était mon Seb. Il y a jamais quelque chose de vraiment franc, dur. C'est toujours joyeux et toujours essayer de mettre un petit peu des paillettes dans la discussion, dans tout. Et donc, quand tu sors, tu fermes la porte et il a raison. Et comme il te dit, Seb, si tu joues, tu es content, tu joues pas, tu es presque plus content d'être à côté de lui sur le banc. Bon, on va revenir dans un instant dans ce After Marseille. Bien sûr, on continue de rendre hommage à Roland Courbis, notre coach ici à RMC. N'hésitez pas à laisser vos messages, je vous l'ai dit, en commentaire sur YouTube. Et puis, vous pouvez nous regarder sur After Foot Télé et nous écouter en podcast. On revient dans un tout petit moment avec Jacques Bail et donc avec Sébastien Pérez également. À tout de suite.
After Marseille, très spécial aujourd'hui pour rendre hommage à Roland Courbis, coach Courbis comme on l'appelait ici, Rémi Dumont bien sûr, Jacques Bail et Sébastien Pérez, un de ses anciens joueurs qui sont avec nous pour rendre cet hommage à Roland qui a eu donc cette image souvent de coach de caractère, on le disait aussi, mais c'était aussi un tacticien, Sébastien. Il était capable de coups tactiques. Est-ce que tu as un souvenir, toi, particulièrement d'un coup tactique qui t'a marqué, par exemple, ou de causerie où on sentait aussi le tacticien Roland Courbis? Ouais, bien sûr, il avait cette faculté de connaître parfaitement son équipe, mais aussi de connaître l'équipe contre laquelle il allait jouer, les points forts, les points faibles, et il avait même cette capacité à presque prévoir ce qui allait se passer sur le match, sur la première mi-temps, sur la deuxième mi-temps. Il avait même des tactiques évolutives en disant en première mi-temps on va commencer comme ça parce que à la 60e il va se passer ci, il va se passer ça. Et souvent c'est ce qui se passait en plus. Donc sa crédibilité elle était complètement faite, mais il avait aussi et Jacques aussi va en parler, c'est il réussissait un coup de tactique extraordinaire, mais comme il avait réussi, il s'arrêtait pas, il allait encore plus loin. Et c'est quand il allait encore plus loin que boum, ça retombait. Et puis il fallait repartir. Mais voilà, il avait toujours cette envie d'aller encore plus loin, d'aller encore plus tactiquement trouver des solutions. Mais bon, des fois des solutions, ça s'avérait que ça devenait des problèmes. Mais toujours dans l'esprit de pouvoir aller encore plus loin, de pouvoir transcender, de pouvoir apporter un plus à son équipe. Ouais, et ça aurait pu fonctionner merveilleusement, ça a fonctionné, mais c'est une saison qui laissera des regrets, on va en parler avec Jacques bien sûr, cette saison 98-99, deuxième saison de Roland à Marseille, en chiffres ça donne quoi Rémi ? Marseille terminera deuxième du championnat avec 71 points, un petit point de Bordeaux qui sera champion lors de la dernière journée face au PSG, deuxième attaque du championnat, première défense avec seulement 28 buts encaissés, puis cette fameuse finale comme on disait, de Coupe UEFA face à Parme. L'OM, cette année-là, aurait pu être à la fois et champion de France et à nouveau champion d'Europe. Et c'est une saison où ils sont invaincus. À domicile, en championnat au Stade Vélodrome. 24 matchs sans défaite. Exceptionnel à l'Olympique de Marseille. Jacques, c'est son plus grand regret, justement, sans doute, de sa carrière. Il était tout proche d'être sacré champion de France. On se souvient des circonstances avec cette victoire de Bordeaux au Parc des Princes. Il en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé ici avec lui aussi sur RMC, mais c'est ce qui restait certainement comme un regret éternel à Marseille. Mais bien sûr que c'est un regret. Alors, si vous permettez, tactiquement, voilà, j'ai préparé, Seb va me rejoindre, ce qu'il aimait bien, c'était ces fameuses préparations avec les flèches et expliquer aux gens ce qu'ils devaient faire, surtout en priorité. Voilà, si vous voulez un peu les ça, c'est ce qu'il faisait avec ses joueurs. De là, et selon les adversaires, on faisait évoluer le schéma. Mais quand on parle de frustration, les gars, après, il faut essayer quand même d'être honnête. Mais à quel moment Faïdouno de 150 mètres, il est capable de mettre un but et Bernard Lama, quand il plonge, on aurait dit ma grand-mère qui plonge. Et donc après, tu perds le titre parce que Bernard Lama, il plonge contre ma grand-mère et quand Faïdouno, non mais excusez-moi d'être énervé, mais vous vous rendez compte, Seb, tu me rejoins ou non, Faïdouno de tirer d'aussi loin pour pouvoir mettre un but, mais ça me paraît quand même impossible. Donc voilà, est-ce que frustré? Et oui, on est frustré quand tu vois que tu joues la finale contre Parme et quand on voit les images, ce qui s'est passé, parce que si c'est lui où il y a des images avec ce qu'ils ont pris les joueurs de Parme, mais il est incarcéré pendant 10 ans. Il y avait aussi effectivement beaucoup d'absence ce jour-là contre Parme. Il a beaucoup raconté ça. C'est vrai que c'était une énorme équipe. Oui. Parme à l'époque, Chiesa, Crespo, Vérone, Bogossian, Thuram, Buffon. Et à Marseille, il n'y avait pas Gallas, Luxin, Roy, Dugarry, Ravanelli en raison d'une bagarre, on s'en souvient, en demi-finale contre Bologne. Donc c'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose, que l'histoire de Roland Courbis avec Marseille et l'histoire de Roland Courbis dans le football change, puisqu'il aurait pu être champion de France et champion d'Europe. C'était quelqu'un aussi
de très superstitieux. Alors ça, on l'avait remarqué aussi, nous, ici, à RMC. Il l'avait raconté aussi avec Éric Roy à l'époque, lors de cette saison-là. Je vous propose d'écouter cette séquence. C'était sur RMC Sport dans l'émission Le Vestiaire. Il était, à l'époque, il venait de Bordeaux, où déjà il avait ses petites superstitions, ses petits trucs. Et là, il doit affronter Bordeaux avec l'Olympique de Marseille, à Bordeaux. Et Éric Roy raconte ce qui se passe avec Roland Courbis. Écoutez. Et on se déplace, et Roland, bien sûr, était l'entraîneur de Bordeaux la saison précédente, quoi. Donc on se déplace là-bas, et on arrive à l'hôtel le soir, et il nous dit demain, la promenade, on fait un peu différent, on passe promener autour de l'hôtel, on prend le bus, et on va se promener sur la pelouse de l'Escure. C'est l'Escure qui s'appelait à l'époque, Roland ? Ouais, c'est ça. Sur la pelouse de l'Escure. Bon, nous voici partis en bus, on arrive sur le stade, on prend le tunnel, on arrive sur le stade, on marche tous sur la pelouse comme ça, le matin du match, tu vois. Puis à un moment, il nous prend 5-6, et il nous dit « Eh les gars, venez là, parce qu'il faut que j'aille au rond central. J'ai enterré un truc à l'époque où j'étais entraîneur de Bordeaux, il faut que je l'enlève. C'était une amulette qui protégeait le terrain. » C'est un piège animal. Attends. Donc écoute bien. Donc nous on est là et il y en a 3-4 qui commencent à sonder. On la retrouve assez facilement. Le rond central, ouais. Et assez rapidement, il y a un mec qui sort un espèce de petit linge avec un truc dedans. Et lui... C'était, si tu veux, un morceau de corne de je ne sais pas quel animal, c'était Ibrahimba qui nous l'avait apporté la saison dernière. Et moi, je calculais, je dis, bon, ça nous avait porté bonheur parce qu'on avait fait une superbe saison. Et je dis, mais maintenant, il faut l'enlever. Mais moi qui suis superstitieux, ce que je ne savais pas, c'est que peut-être elle marchait que pour Bordeaux et que ça l'a vexé quand on l'a enlevé, on en a pris 4 le soir. On enlève la mulette, il la met dans la poche. Et donc, nous, d'un coup, bon, on se dit... Bon, le sortir perso, c'est un truc perso. On a fait le truc, on a fait le taf. Le soir, on arrive, on en prend 4. Il y a Wiltord, il fait un retourné dans la lucarne. Il y a Lasland, il fait un deuxième retourné dans la lucarne. Tout va bien. Moi, je me fais blesser à la mi-temps. Je sors à la mi-temps. Luxin se fait casser par Ali Benarbia. Et on a 3 buts en 10 minutes dans sa zone où il n'arrive plus à... C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un bon match. Non, je voulais aller la remettre. C'est pour ça que j'ai jamais été trop superstitieux, quoi. Ouais, Voilà l'anecdote savoureuse de Roland Courbis cette saison-là. Et il y en a une autre, il y a d'autres anecdotes comme ça, Jacques, lors de son passage marseillais. Ah oui, il faut en choisir une parce qu'on ne va pas avoir le temps, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Non, mais il y en a énormément. Après, c'était quelque chose avec quelqu'un avec qui il travaillait ça, parce qu'il y avait de la superstition. Il y a des choses évidemment que l'on ne peut pas dire et que l'on ne doit pas dire. Mais si on parle de superstition, oui, c'était superstitieux, mais vraiment très très haut. Sébastien, tu l'as ressenti toi aussi, ça, ce côté-là, en tant que joueur ? Ouais, c'était au quotidien, on le ressentait. Après c'était jamais sur des épreuves comme comme Eric a pu retranscrire, mais voilà, sur des petites mimiques, sur des petits tocs qu'il avait, forcément. Il y a quand on arrive à la commanderie, moi, excusez-moi, mais quand on arrive à la commanderie, il fallait se garer là et pas là-bas. mais pourquoi mais gare-toi là, ça t'emmerde de te garer là? Mais non, mais gare-toi là. Ah bon, alors je me gare là. C'était plein de choses parce que la veille tu avais gagné, il fallait se garer là. La voiture de ce sens. Si par exemple j'avais une autre voiture, pourquoi tu es venu avec celle-là? Mais Roland, parce que l'autre j'avais plus d'essence. Putain, mais juste aujourd'hui. Donc, mais c'est pour ça que je vous dis, ça allait très loin dans la superstition. Évidemment, il y a un match, tu en as parlé, ce match contre Montpellier. Donc, il y a un podcast à retrouver avec Roland et je vous le conseille, d'After Marseille. On avait fait une spéciale sur ce match du 23 août 98, un des matchs légendaires. Et le match du français, siècle. Voilà, tout simplement. Toi, tu t'en souviens, en tant que supporter marseillais, donc le 4-0 à la mi-temps. L'échange entre Roland et Loulou Nicolin et Michel Mézy. Et justement, Roland nous avait raconté à l'époque ce qui s'était passé en coulisses et pourquoi il y a cet échange où il dit à la mi-temps que l'OM va gagner 5-4. Louis et Loulou et Michel Mézy qui sortent avec des sourires grands que j'avais peur même qu'ils se déchirent les lèvres tellement qu'ils sont contents. Mais je me mets à leur place et moi avec une tête pas tellement joyeuse. Et là, Loulou, il vient me consoler.
Et ça, on ne le sait pas quand on voit les images et qu'on entend ce qui se passe. Et ça m'énerve. Ouais, oui. Donc, il me prend par le cou comme ça, il me dit ouais, le football, c'est comme ça. Il y a des jours où ça ne va pas. Mais bon, après, si ça se trouve, le prochain match, ça sera le contraire et tout. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? On va gagner 4... J'ai horreur, le proverbe, je sais, vaut mieux faire envie que pitié et tout. J'ai horreur qu'on me console. Donc chacun son caractère. Et là, ça continue et on avance. Et c'est là qu'il me retaquine encore sur le terrain et que j'ai dit, mais c'est bon, merde, on va gagner 5-4. Donc, mais bon, j'y pense. Allez, quand je vais dire j'y pense pas une seconde, oui, j'y pense une petite seconde. Bien sûr. Et voilà un des matchs mythiques. Jacques, il y a un match qui t'a marqué particulièrement avec Roland à Marseille? Oui, mais bien sûr, celui-là, il est atypique. Effectivement, la façon de remonter, je vais vite vous la faire courte parce qu'on était à Rennes et on se regarde ce match-là encore une fois. Et quand Laurent Blanc va tirer le penalty, il me regarde, il me dit, il va pas le rater quand même, parce que il y avait une telle angoisse et évidemment que Laurent Blanc met le penalty et il me dit putain il m'a fait peur ce con. Voilà, mais ça a été pour lui cette soirée, ça a été mémorable. Mais je veux aussi retenir la soirée contre Manchester, le but de Gallas, où le stade a explosé. Sébastien y était. Ça a été une explosion totale, un cataclysme dans le stade Vélodrome. Ouais. Sébastien, ce match-là, tu l'as joué, Marseille, quel match. Manchester. Ouais, quel match. Manchester qui était invaincu en Champions League depuis 2 ans avec toutes les stars de Man U, du gardien jusqu'à l'attaquant et nous notre petite équipe avec un début de saison qui était pas forcément formidable, mais encore une fois il avait su tirer la quintessence de chacun des joueurs et pareil, si William se retrouve à un moment donné devant la cage, c'est que il lui avait donné toute la force nécessaire, toute la confiance nécessaire pour aller au bout de son action. William, c'était tout sauf un joueur capable de contre-attaquer ou de se retrouver devant la cage pour la finition. Mais voilà, il savait tirer le maximum de chacun de ses joueurs et ce match-là. Alors, on parlait de tactique. Si vous regardez bien sur la dernière action, on avait prévu de jouer le hors-jeu, d'accord? Et sauf que un joueur, c'était un Espagnol qui rentre sur les 5 dernières minutes et on s'était dit si on subit un coup franc dans les 5 dernières minutes, on joue le hors-jeu. Et on avait, c'était le code, c'était Pete Luxin, marquage. Donc on se donne tous le code. Pete, marquage. Donc on est tous prêts. Sauf que l'Espagnol qui vient de rentrer, il n'a pas la capacité de retenir. Et au dernier moment, on regarde sur le départ de Beckham qui centre, toute l'équipe monte, sauf un joueur. Et au dernier moment, comme il a vu que tout le monde montait, il fait le pas, mais ça joue à quelques millimètres. Ah oui, incroyable. Donc voilà. Et ça, merci Roland. Merci Roland, parce qu'il l'avait encore anticipé, il l'avait senti. Donc voilà, c'est quand on parle de la tactique, c'est ça aussi. Il y a plein de matchs mythiques. On aurait pu faire lors de 3 cette heures de saison-là, podcast. évidemment. Ce maillot mythique aussi, le maillot or lors de la saison 98-99. Ce match, donc ça c'était la saison 99-2000 avec Sébastien Pérez. On vous invite à aller revoir ces matchs-là avec Roland Courbis sur le banc. Sur YouTube, vous pouvez les trouver. Merci beaucoup, merci 1000 fois Jacques d'être passé dans After Marseille pour rendre hommage à Roland Courbis. Tu seras évidemment samedi, puisqu'il y aura un hommage avec les supporters, avec la famille de Roland à Marseille, dans cette ville qui lui a tant apporté et à qui il a laissé vraiment beaucoup de grands souvenirs. Merci 1000 fois Sébastien, merci beaucoup. Et tu seras aussi à Marseille pour rendre hommage à Roland. Merci beaucoup. On embrasse évidemment. Et on pense beaucoup à tous les proches de Roland Courbis. Une énorme pensée à tous ses proches au nom d'After Marseille. Merci Rémi.
Et puis, merci François et merci à Roland. Merci à vous. Merci Roland. Et n'hésitez pas à partager ce podcast pour rendre hommage à Roland Courbis. Tous vos commentaires aussi et likez. À bientôt. RMC After Marseille.